Bonsoir à toutes et tous. Je vous invite à rejoindre vos places. Parfait, je vous remercie. Merci à toutes et tous. Nous allons donc procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Monsieur Barneau. Présent. Monsieur Drich. Présent. Madame Vialatou. Présent. Monsieur Trémoureux. Présent. Madame Lemonnier. Présent. Monsieur Storez. Présent. Madame Courtois. Présent. Monsieur Châtel. Présent. Madame Pelé-Chiffrine. Présent. Madame Boinoc. Présent. Monsieur Poujol est absent, excusé et donne pouvoir à Monsieur Drich. Monsieur Fabre. Présent. Monsieur Delamussia est excusé et donne pouvoir à Madame Courtois. Monsieur Le Tarnec. Madame Lerfel est excusée et donne pouvoir à Monsieur Trémoureux. Monsieur Fassanaro. Madame Michel. Madame Trouville. Madame Cornu est excusée et donne pouvoir à Madame Boinoc. Madame Glover. Madame Paolucci. Madame Guéroumi. Madame Losso arrive. Monsieur Beau. Monsieur Mokhtari. Monsieur Assous. Monsieur Rapti. Madame Diringer. Monsieur Doublet. Monsieur Pupeau est absent, excusé, donne pouvoir à Madame Borduy, Madame Grandjean, Madame Borduy et Madame Ouloy est absente, excusée, donne pouvoir à Madame Grandjean. Je propose que nous désignions un secrétaire de séance. Je propose Madame Glover. Voilà, qui est favorable? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, donc, l'approbation du procès-verbal est reportée au prochain Conseil puisqu'il vous a été adressé après la date prévue. Donc, le premier point à l'ordre du jour concerne les annexes de la délégation de services publics liant la ville à la société Sodexo. Il s'agit de points annexes par rapport donc au contrat qui vous a été présenté préalablement. Bonsoir. Il nous est présenté l'approbation des dernières annexes de la délégation de services publics liant la ville à la société Sodexo. Cette approbation reprend les éléments suivants. L'annexe 9, qui est le règlement de service qui fixe le cadre entre la collectivité et le délégataire dans l'organisation au quotidien. La convention d'utilisation des fours entre la collectivité et le délégataire, ainsi que l'annexe 1 relative au protocole d'utilisation des fours, et l'annexe 27 correspondant à la gestion des repas de crise entre la collectivité et le délégataire. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention précitée et les dernières annexes de la délégation de services publics liant la ville à la société Sodexo, telles que présentées en pièces jointes, et d'autoriser Monsieur le maire à les signer, ainsi que tous les documents correspondants. Oui, je vous remercie. Bonsoir à tous. Alors, d'abord, une petite explication de vote. Nous voterons contre ces annexes puisque nous avions voté contre la DSP en son temps. Rien de spécifique, sinon, ce qui n'empêche pas de lire les annexes et d'avoir un avis sur celles-ci. Donc, rien de spécifique, si ce n'est peut-être sur le règlement ou sur la procédure d'inscription. Les familles se présentent et s'inscrivent en mairie. Mais en revanche, lorsqu'elles souhaitent résilier leur inscription, elles doivent le faire auprès du délégataire. Donc je trouvais que bon, pour les familles, ça ne simplifiait pas la procédure, que la procédure soit la même dans les deux sens. C'est l'article 5 du règlement. Madame Vialatou. Bon, il y a certainement une raison d'ordre pratique, c'est-à-dire que l'inscription d'origine se passe à la mairie puisque c'est lieu normal. Ensuite, le délégataire doit, pour assurer le désinscription potentielle, si j'ai bien compris votre question. J'ai écouté deux choses à la fois, c'est ça? Oui, si vous voulez, oui, vous pouvez répondre. Allez-y, Madame Lasram.
En fait, oui, c'est uniquement une facilité administrative, puisque de toute façon, en début d'année, comme les parents viennent faire leur inscription administrative en mairie, en fait, c'est plus simple qu'ils en profitent pour aller faire leur inscription restauration, tout simplement. Oui, non, mais je trouve ça plus simple pour les familles, effectivement, de le faire en mairie. C'était la procédure inverse, de devoir la faire auprès du délégataire. Enfin, en tout cas, c'est ce que je comprends en lisant le règlement, qu'elles n'aient pas la possibilité de le faire en mairie, parce que le délégataire, en fait, a un bureau en mairie. Mais merci. De toute façon, en mairie, si vous voulez, ce qui peut effectivement apparaître comme une différence entre les deux procédures n'est pas ressenti comme tel, dans la mesure où il ne s'agit pas d'aller dans des bureaux extérieurs à la mairie, mais de... Et si les gens vont au service de la restauration, on leur indique le bureau juste à côté, qui est celui de Sodexo. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au vote, puisque vous avez donné les explications de vote. Qui est favorable? Qui vote contre? Je vous remercie. Alors, ça nous fait 26 pour et 7 contre. Voilà, vous aviez souhaité, donc vous avez devancé la demande qui serait certainement arrivée, peut-être, de Madame Borduy. Donc, on peut le faire pour chaque délibération. Même si, lorsqu'il s'agit d'une délibération de groupe, c'est relativement simple, mais faisons-le. Alors, le point numéro 4 concerne la gestion et l'exploitation d'éducation enfance-jeunesse sur la ville de Chennevières-sur-Marne. Et donc, il s'agit de délibérer... Ah, je suis désolé, alors c'est le 3. Ah oui, le 3, effectivement. Je suis passé directement au 4, je suis désolé. Donc, en ce qui concerne la délibération 3, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, puisque vous avez déjà eu la délibération relative aux créations de postes. Simplement, cette délibération s'est trouvée annulée, donc il est opportun de la représenter à nouveau. Et la deuxième partie qui concerne les suppressions de postes, cette fois-ci, il s'agit de ce que j'ai indiqué à plusieurs reprises, c'est-à-dire d'une délibération balai qui reprend des postes qui n'ont plus à figurer au tableau des effectifs, notamment à la suite de promotions qui ont eu lieu et qui donc, on ne fait pas des suppressions de postes à chaque conseil, mais on en fait une fois par an lorsque l'année est terminée. Voilà ce que je pouvais vous dire. Madame Diringer. Oui, nous souhaiterions simplement un vote dissocié au niveau des propositions qui sont faites. Je n'y vois aucun inconvénient. Solliciter moi-même bien souvent sans obtenir satisfaction. Dans un passé lointain. Vote, 3 votes. Le point 1 de la délibération 3. Donc, je vous propose de voter. Qui est favorable? Alors, oui. Unanimité. Je vous remercie. Le point 2 de la délibération 3. Donc, 27, cette fois-ci, unanimité. Bon, donc là, il n'y a pas besoin de donner de décompte. Qui est pour? Est-ce qu'on pourrait dissocier, puisqu'il y a 2 tableaux sur le point 2? Oui, alors on peut dissocier si vous le souhaitez. Alors 2, on va appeler ça 2A, si vous voulez. La première partie du tableau, 2A, qui est favorable? Très bien, unanimité, je vous remercie. Et 2B, pour les postes d'attaché de rédacteur et de rédacteur principal, qui est favorable? Qui s'abstient? Qui vote contre? Très bien, je vous remercie. Alors, 26-7, oui. Oui. Ensuite, concernant les suppressions de postes, qui est favorable? Alors, unanimité, semble-t-il. Très bien. Je vous remercie. Nous pouvons donc passer au point que j'ai déjà annoncé. Je passe la parole à Madame prématurément et je passe la parole à Madame Lemonnier. Je vous remercie, Monsieur le maire. Alors, depuis plusieurs mois, la ville de Chennevières a engagé une réflexion sur le mode de gestion le plus opportun concernant ces établissements d'accueil jeunes enfants, afin de répondre aux nombreuses difficultés rencontrées par les familles canavéroises.
La première difficulté réside sur les nombreuses demandes des familles canavéroises que malheureusement nous ne pouvons pas honorer. Et la seconde difficulté sur l'amplitude horaire dont la fermeture à 18 h n'est pas satisfaisante pour ces familles. Pour ce faire, une assistance à maîtrise d'ouvrage a été choisie afin de conseiller et d'accompagner la collectivité. Les éléments sur les modes de gestion figurent dans le rapport ci-joint et font donc apparaître le contexte, le descriptif de la structure, la présentation des modes de gestion exclus, la présentation des modes de gestion envisageables, le comparatif entre la DSP et la régie, l'analyse de l'impact financier et le motif de choix de la DSP. Comme vous le savez, les structures existantes à Chennevières sont 2 multi-accueils, Jean de Pluie et la Coccinelle, de 20 places, chacun en régie, une crèche familiale de 40 places en régie, les lieux d'accueil enfants-parents, le relais d'assistante maternelle, le RAM, et enfin la crèche des Petits Meuniers, 60 places, aujourd'hui exploitée dans le cadre d'une délégation de services publics par la société People and Baby. Comme évoqué avant, malgré la qualité de nos structures d'accueil et le travail reconnu de nos agents municipaux, trop de familles canavéroises sont malgré tout en attente d'une place en crèche. En effet, le taux de couverture globale pour l'accueil de la petite enfance à Chennevières est de 44,6%, ce qui est un taux inférieur au taux national de 58,9% et au taux du département du Val-de-Marne qui est de 48,70%. Le taux d'occupation des crèches en régie affiche un taux d'occupation inférieur à 10% à la crèche Les Petits Meuniers gérée en DSP et aux crèches de même taille au niveau national. Autre point significatif pour la collectivité, le coût de fonctionnement des EAJE collectifs et de la crèche familiale gérée en régie est de 607 000 €, soit 7 585 € place. Alors que dans le cadre de la crèche gérée en DSP, les Petits Meuniers, le coût de la place s'élève à 4 688 €. En effet, le prix de revient des crèches en régie est supérieur à 25% de la moyenne nationale, ce qui induit un reste à charge pour la collectivité avoisinant le double pour les multi-accueils Jean de Pluie et la Coccinelle en régie par rapport à la crèche des Petits Meuniers. En complément de la mauvaise couverture d'accueil, nous ne pouvons occulter les coûts financiers engendrés par la collectivité avec cette gestion en régie. Concernant la situation des agents dans le cadre d'une DSP, les modalités de reprise du personnel titulaire de fonctions territoriales seront établies dans le cahier des charges. La nature des activités exercées par l'agent mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. La convention et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis à l'agent intéressé afin qu'il donne son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d'emploi. Les principaux motifs du choix en faveur de la concession portent sur la gestion du personnel, l'absentéisme, le remplacement, le recrutement et management quotidien, la gestion du risque sanitaire, notamment dans le cadre tel que la Covid, le transfert de risques et de responsabilités, donc les risques d'enfants, et le faible impact financier sur les finances locales, sécurisation du contrat tout au long de la procédure. Et pour finir, le bon niveau de concurrence, associations et groupes privés. À l'issue de l'analyse menée dans le rapport que vous pouvez lire dans la délibération, il ressort plusieurs points. L'activité de type structure d'accueil petite enfance constitue une activité à risque. En effet, l'accueil de jeunes enfants ainsi que la fourniture des repas des zones de risque significatifs, accidents, intoxication alimentaire. À ce titre, la délégation sous la forme d'une concession permet de transférer une grande partie de la responsabilité aux prestataires, ce qui limite l'exposition de la collectivité. En termes financiers, la différence entre régie et concession apparaît marginale au regard de la plus-value de ce dernier au niveau opérationnel. En termes opérationnels, la gestion d'une crèche est soumise à une réglementation exigeante, en particulier concernant le taux d'encadrement des enfants. Par conséquent, parce que notre objectif prioritaire est de répondre au mieux aux demandes des familles canavéroises, la concession apparaît aujourd'hui comme étant la plus adaptée que la gestion en régie. Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de recourir au contrat de concession pour l'exploitation des 3 EAJE en régie, du lieu d'accueil enfants-parents
du RAM et de la crèche Les Petits Meuniers, actuellement en DSP. Au regard des conclusions de cette analyse comparative et du déroulement de sa procédure de mise en concurrence, la commune se réservera la possibilité de ne pas donner suite à la procédure de concession. La commission consultative des services publics locaux a été consultée le 19 février sur ce sujet et le comité technique le 2 février 2021. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe de la concession de services pour la gestion et l'exploitation des établissements d'accueil des jeunes enfants à Chennevières-sur-Marne. Merci. Merci Madame Lemonnier. Madame Grandjean. Bonsoir, merci. J'ai plusieurs questions sur ce que vient d'évoquer Madame Lemonnier. Vous parlez du taux de couverture comme un argument en fait par rapport à cette DSP. Le taux de couverture de l'accueil petite enfance, en fait, ça comprend tous les modes d'accueil de la petite enfance de 10 semaines à 3 ans. Donc, en fait, hors crèche, puisque c'est aussi les assistantes maternelles, la scolarisation à partir de 2 ans, etc. Donc, en fait, la CAF elle-même le dit, ce n'est pas une donnée c'est une donnée statistique, mais ce n'est pas une donnée qui est, comment dire, satisfaisante pour juger de la couverture et de l'efficacité d'un service petite enfance. Donc, je suis un peu étonnée en fait, que tout se base là-dessus, parce que, par contre, dans le document, nous n'avons pas les taux d'occupation de crèche. Nous avons juste des informations qui disent que ce taux est inférieur à 10% sur les crèches en régie par rapport à celles des petits meuniers, mais en fait, on n'a aucune donnée du taux d'occupation réel des crèches. Je dis ça parce que comme vous avez introduit les choses en parlant de taux de couverture, de demandes des familles qui ne sont pas résolues pour la garde des enfants, voilà, quel est le taux effectif d'occupation de la crèche des petits meuniers et des crèches en régie? C'est la première question. Sur la nature même de votre question, on étonne un peu parce qu'effectivement, peut-être que ça n'est pas la seule donnée pertinente, mais c'est quand même une donnée pertinente, bien entendu, la capacité d'accueil par les structures municipales ou les assistantes maternelles publiques. Ça a quand même un sens, c'est-à-dire que le sens de savoir si on répond ou non à la demande, et quand on compare les communes du Val-de-Marne entre elles, ça a quand même un intérêt. Bon. Ensuite, deuxième point de réflexion, question sur le taux d'occupation des petits meuniers. On est à un taux d'occupation qui est à peu près à la limite des critères réglementaires, 70%, c'est ça. Alors là, quand on dit qu'il y a en régie des taux moins satisfaisants, ça a pour effet, si vous voulez, de satisfaire un moins grand nombre de familles, bien entendu, puisque par prudence, on accueille moins d'enfants. On accueille moins d'enfants parce que nous n'avons pas, en tant que municipalité, la capacité d'avoir du personnel volant, ce qu'une structure de plus large ampleur et spécialisée dans la petite enfance peut avoir. J'ajoute que la formation du personnel y est naturellement mieux assurée dans des métiers qui sont de plus en plus spécifiques. Et que, voilà, premier point de la réponse. Second point, bien entendu, ça n'est pas la seule réponse. L'accueil dans des structures publiques ou en délégation de services publics, il y a les assistantes maternelles qui apportent une réponse importante et que nous avons souhaité organiser grâce au relais d'assistantes maternelles qui nous permet d'améliorer l'adéquation, je puis dire, entre l'offre et la demande. Je crois avec une satisfaction à la fois des assistantes maternelles et des familles, et donc d'avoir une meilleure réponse. On connaît la jeunesse de la population canavéroise, même si ce n'est pas nécessairement l'image qu'on en a comme ça a priori. Et donc on sait que cette jeunesse, cette population, même si le nombre de logements construits à Chennevières est moins élevé que dans beaucoup d'autres communes, ne peut aller qu'en s'accentuant. Donc il est important d'apporter une réponse homogène. J'ajoute que
Il est difficile, selon moi, de soutenir l'idée que la délégation de service public ne serait pas bonne pour une partie des enfants. La délégation de service public a été choisie pour la crèche des Petits-Meuniers. Si elle a été choisie par une précédente, enfin dans une mandature encore antérieure à la mandature précédente, si elle a été choisie, c'est certainement qu'elle retenait un intérêt. Donc, difficile de dire que pour des enfants, c'est bien et pour d'autres, pas bien. J'ajoute que dans la précédente délégation de service public, qui avait été présentée au Conseil avant même d'ailleurs que la structure soit construite, et il y avait eu, avec le paysage politique de l'époque, qui est un paysage assez lointain, il y avait eu un refus de voter cette délégation de service public à l'époque, et heureusement, puisque sinon on aurait dû payer un certain nombre des montants relativement élevés avant l'ouverture de la crèche des Petits-Meuniers. Donc, à l'époque, le cahier des charges avait été élaboré sans qu'il y ait de consultation d'un cabinet. Là, cette fois-ci, un des éléments essentiels, c'est la construction du cahier des charges, puisque c'est ce qui permettra de déterminer, indépendamment des statistiques qui quand même ont un sens, la qualité du service rendu. Et cet objectif d'avoir une qualité du service rendu devra non seulement s'appliquer à ce qui est actuellement en régie, mais s'appliquer aussi à ce qui est actuellement déjà en délégation de service public. Alors, oui, vous anticipez... pardon ? D'autres questions ? Oui. Bah oui, parce qu'en fait, par ailleurs, vous anticipez ce que je vais dire. J'ai pas dit que c'était bien ou mal, la DSP. Je pose simplement des questions sur les documents que vous nous avez fournis en conseil municipal. Et donc, je m'interrogeais juste dessus. Après, effectivement, le taux de couverture, j'ai dit qu'il n'était pas satisfaisant. Ce n'est pas une question de pertinence. Je discute pas ça, mais ce n'est pas suffisant comme élément. C'est pour ça que je demandais d'autres éléments d'information et de chiffrage. Donc, ce que vous répondez, c'est que le taux d'occupation de la crèche des Petits-Meuniers est d'à peu près de 70%. Donc, ça voudrait dire que le taux d'occupation des crèches en régie serait de 60%, puisqu'il est noté que c'était inférieur de 10%. Donc, je prends note des informations. En fait, nous, ce qu'on souhaite... Il faut vous apporter des précisions, parce que ce n'est pas tout à fait la réalité, ce que vous êtes en train de vous avez dit. En fait, c'est plutôt une question de sémantique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux notions différentes. Il y a le taux de couverture. Le taux de couverture, en fait, concerne le territoire. Donc, on ne peut pas différencier entre les crèches en DSP. Voilà, on y met finalement tout l'accueil petite enfance du territoire. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le taux de couverture. Et en fait, là, la différence, c'est avec le taux d'occupation. Le taux d'occupation, effectivement, là, c'est structure par structure. Donc, voilà, c'est deux notions qui sont différentes. On est tout à fait d'accord. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On est effectivement... Donc voilà, donc nos interrogations apportent là-dessus. Effectivement, vous parlez de la crèche des Petits-Meuniers qui est en DSP et qui, je crois, va arriver à son terme. Et nous, notre interrogation, c'est plutôt de se dire pourquoi tout rassembler d'un seul coup dans une seule DSP et pour ne pas prendre le temps, tout simplement, de travailler dessus. J'imagine qu'il y a eu un audit de fait. En fait, on n'a pas eu connaissance de cet audit et on n'a pas non plus les éléments. Et puis, je voulais revenir simplement sur ces arguments. Enfin, je réinsiste dessus. Vous parlez d'occupation et nous, on est tout à fait d'accord, d'améliorer les services à la population, bien évidemment. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, quand je lis les documents, à la fin, les motifs du recours qui sont précisés dans les documents que l'on a, c'est la gestion du personnel, la gestion du risque sanitaire, le transfert de risque de responsabilité. Et on va devoir faire une suspension de séance parce qu'il y a un problème de transmission. Donc, il faut qu'on attende que la transmission soit rétablie. Ça marche à nouveau, alors. Donc, j'imagine que les Canavérois sont tous derrière leur ordinateur pour suivre ce conseil. Donc, oui. Donc, je sais plus exactement où j'en étais. Désolé pour cette interruption. Pour reprendre l'explication, c'était simplement, en fait, finalement, entre... J'entends très bien les arguments sur l'amélioration des services, mais simplement, voilà, dans la méthode, on n'a pas, nous, l'audit, donc on a assez peu d'éléments d'information, on a un petit peu les conclusions simplement. Donc, c'est pour ça que j'interrogeais sur la question du taux de couverture, mais plus précisément sur
les taux d'occupation en crèche. Et donc, je disais que l'argumentation, c'est sur l'amélioration, mais nous, ce qu'on a sur les motifs du recours à la concession pour l'exploitation de l'EAJE, c'est la question de la gestion du personnel, la question de la gestion des risques sanitaires, le transfert de risque de responsabilité, le faible impact financier sur les finances et le bon niveau de concurrence. Et donc, on s'interrogeait quand même... Vous parlez qu'il y a besoin de places supplémentaires, mais où sont ces places supplémentaires? Et effectivement, vous évoquez la DSP avec la crèche des Petits-Meuniers, mais on était effectivement dans un cadre complètement différent. C'était la création d'une structure avec 60 berceaux, si je ne me trompe pas, la construction d'une structure et la gestion d'une structure. Donc, en fait, nos interrogations se portent là-dessus. Qu'est-ce qui nous garantit réellement qu'on va pouvoir avoir une amélioration du nombre de places et de services pour la population canavéroise? C'est de vous répondre brièvement. Vous aviez également posé une autre question avant l'interruption de séance, qui était de savoir pourquoi on avait fait ça dans le même cadre que du renouvellement de la crèche des Petits-Meuniers. Pour une raison simple, c'est qu'il est plus facile de négocier sur un ensemble de prestations que qu'en divisant par lot. On peut y obtenir des conditions plus favorables. En ce qui concerne les garanties, si vous voulez, actuellement, on a quand même, justement, parce qu'on prend des précautions pour avoir un taux d'encadrement plus important, on a des marges de manœuvre dans ce qui est fait en régie, puisqu'on a un nombre d'enfants pris en charge dans le cadre de la régie beaucoup plus faible. Donc voilà ce qui apporte une garantie, avec des dépenses constantes, d'avoir un nombre plus élevé d'enfants accueillis. J'ajoute que la CAF ne verse pas les montants que verse la CAF sont liés non pas au berceau dont on dispose, mais au taux d'occupation. Donc on peut également améliorer les recettes liées à la CAF. Voilà ce que je peux vous dire sur les questions que vous avez posées. Alors, oui, Madame Borduy à nouveau. Non, c'est Madame Borduy, non, c'est Madame Grandjean. Non, toujours Madame Grandjean. Merci. Donc oui, alors j'entends que pour négocier la DSP, avoir un package, c'est certainement plus intéressant. Mais alors dans ce cas-là, au lieu de se précipiter, là, être dans une procédure un petit peu rapide, pourquoi ne pas simplement avoir fait un avenant sur la DSP, la crèche des Petits-Meuniers, pour la prolonger et prendre le temps de la négociation? Parce que nous, ce que nous craignons, c'est la question de la négociation et de tout ce temps. Et après, sans parler de la présentation au personnel qui a dû se faire plus rapidement, certainement aussi. Nous souhaitions apporter une réponse dès la rentrée prochaine parce que nous avons constaté qu'il y avait une demande qui était en forte croissance. Donc, voilà pourquoi nous le faisons maintenant. Sur le temps de la négociation, j'ai déjà eu l'occasion de répondre à Madame Borduy il y a quelques heures, enfin même pas quelques heures, 1 heure ou 2. Et Madame Wasram peut nous informer sur le rétroplanning, puisque c'est finalement le sens de votre question. Bon. Alors, juste aussi pour répondre à votre question, Madame Grandjean, en fait, on ne peut pas prolonger ainsi une DSP dans la mesure où il faut des éléments juridiques. C'est très encadré et donc c'est compliqué de prolonger une DSP. Et alors sur le calendrier, donc aujourd'hui, on est parti sur une réception donc des candidatures et des offres donc courant avril. On va probablement ensuite, on va procéder donc à l'ouverture des candidatures et des offres au cours d'une commission, de la commission de concession. Ensuite, il y a toute la phase analyse des candidatures et des offres. La commission va à nouveau se réunir pour donner, parce qu'évidemment, il y aura un certain nombre de candidatures, mais tout le monde ne sera pas forcément admis à négocier. L'idée, c'est de sélectionner le nombre de candidats admis à négocier. Et donc, cette négociation, elle aura probablement lieu, alors on n'a pas encore de date qui est fixée, mais qui sera probablement deuxième quinzaine de mai ou tout début juin. Et puis, à partir de là, on demandera à avoir les offres finales et ensuite arrivera toute la partie administrative qui se conclura par une délibération au conseil municipal pour valider le choix de l'attributaire. J'ai dit tout à l'heure à Mme Borduy qu'il fallait plutôt prévoir ses congés en août qu'en juillet.
Oui, merci. Oui, du coup, j'ai prévu mes congés en août depuis. Je la trouve quand même extrêmement serrée, cette procédure. C'est ce que je demandais tout à l'heure en commission, d'avoir un rétro-planning, puisque du coup, vous couplez la candidature et l'offre sur une même date de réception, donc bon, ce qui fait gagner un peu de temps. Remise en avril, et donc des négociations sur la deuxième quinzaine de juin, c'est ça, hein, c'est ce que de mai, pardon. Ce qui laisse le mois de juin en fait aux candidats pour remettre une offre définitive, et à la commission, enfin et à la MO d'analyser, et à la commission de retenir, enfin de proposer un candidat. Moi, j'ai ma crainte, puisque moi je l'ai exprimé en commission, en règle générale, je suis plutôt favorable à la DSP. Là, moi, c'était surtout sur la méthode et sur la perte de la maîtrise du projet éducatif par la collectivité, à mon sens. Mais là, je trouve que sur la procédure, c'est extrêmement serré, et que ça peut être justement au détriment d'une bonne négociation avec les candidats. Et notamment, puisque vous avez fait le choix, qui est autorisé par la loi, du détachement d'office des agents, peut-être au détriment de la négociation, de la reprise de ces agents. Je trouve que là, on va un peu vite en termes de procédure, et que voilà, ce sera peut-être au détriment du service, avec une négociation qui ne sera pas menée jusqu'au bout de ce qu'elle aurait pu être. Je vais juste répondre sur la partie calendrier pour dire... déjà, en fait, on a laissé plus de jours aux candidats déjà pour remettre leur offre que le délai réglementaire. Normalement, c'est 35 jours, on en a laissé 50, justement, vu la complexité du sujet. Et j'ai évidemment parlé de la partie audition, qui aura a priori lieu sur un tour, mais en fait, entre le moment où les candidats vont remettre leur offre et le moment où, évidemment, ça arrivera dans le conseil municipal, il va y avoir toute une phase de questions-réponses, d'échanges, qui seront des échanges, évidemment, plutôt écrits, entre les candidats et la collectivité. Donc, en fait, la phase de négociation en tant que telle, elle sera bien plus longue que ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Là, ce que j'avais surtout, moi, évoqué, c'était il y aura probablement, à un moment donné, une audition des candidats, et celle-là, par contre, elle se déroulera probablement sur 1 ou 2 journées, mais évidemment, entre les deux, il y aura des allers-retours. Je voudrais dire aussi, en complément, que nous aurions eu un tout petit peu plus de temps s'il n'y avait pas eu de recours sur la délibération. Ça aurait simplifié un peu, ça aurait peut-être amélioré la qualité de la négociation. Mais, en tout état de cause, dans un contexte que chacun sait particulier, le contexte de cette année est très particulier, croyons quand même avoir les délais, et d'autant plus que c'est un type de marché qui appelle, comme je vous le disais tout à l'heure, Madame Borduy, d'assez nombreuses candidatures, selon les informations que nous communique le bureau d'études. Madame Diringer. Merci, Monsieur Barneau. Il y a quelques semaines, il y a eu une grève de la part des agents des crèches, qui se sont plaints de ne pas avoir eu de concertation et avoir été mis devant le fait accompli. Donc je voudrais un petit peu savoir si aujourd'hui le dialogue social est plus ou moins rétabli, et s'ils ont été renseignés quant à leurs droits, puisque ça semblait ne pas être le cas lors de leur grève. Ils étaient en attente et en demande. Madame Diringer, vous n'êtes pas déléguée syndicale, mais vous faites l'écho du personnel. Nous avons assuré une concertation qui a, notamment par le biais de 2 réunions. Alors, c'est bien entendu lorsqu'il y a un changement, et le changement est facilité par la loi, on peut ne pas être d'accord avec la loi. Je regrette que M. Odéon ne soit pas là, parce que si M. Odéon était là, nous aurions un commentaire très long sur la délégation de service public et l'horreur qu'elle représente à ses yeux. Et puis effectivement, mais nous avons Madame Diringer qui nous rappelle la position du personnel. Alors la position du personnel,
je dirais qu'il y a cette résistance au changement parfois, mais qu'il y a aussi des gens pour lesquels c'est une opportunité de carrière et qui commencent à le ressentir. Pourquoi est-ce une opportunité de carrière? Parce que lorsqu'on est un service petite enfance dans une collectivité, on a finalement assez peu de perspectives de carrière. Lorsqu'on est dans un groupe beaucoup plus important, on peut bien entendu espérer une évolution, espérer des formations plus spécifiques et espérer donc des perspectives. Et pour les fonctionnaires, il y a de toute façon la garantie que leur offre la loi, dans la mesure où ils prolongent leur carrière avec évolution de grade et qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, redevenir fonctionnaires soit dans une autre collectivité au service de la petite enfance, soit postuler dans un autre secteur en tant que fonctionnaire. Question, je vous propose que nous passions au vote. Et donc, qui est favorable? Il y a un seul vote? Oui. Qui vote contre? Donc 26 et 7. 26 pour, 27 contre. Le point numéro 6 concerne donc le budget primitif. Je voulais, avant de commencer... ah non, alors décidément, aujourd'hui, je veux accélérer le Conseil, semble-t-il. Alors, quoique il n'est pas très chargé en délibération. Donc, le point numéro 5, M. Drich, il s'agit du vote des autorisations de programme et des crédits de paiement. Alors, il s'agit de rééquilibrer les paiements entre l'année 2020 et 2021 sur le projet Germaine-Tillon. En 2020, nous avions prévu 5 millions d'euros. Ces 5 millions d'euros n'ont pas pu être dépensés à cause des retards pris sur le chantier et de la situation sanitaire. Donc ça s'équilibre de cette manière. Prévu en 2020, 5 millions. Prévu ce qui a été fait en 2020, 3,8 millions. On retrouve les équivalences de 2020, en 2021 pour 4 millions. Non, je mélange un peu les pinceaux. Excusez-moi. On retrouvera l'équilibre entre l'année 2020 et l'année 2021 avec 5,2 millions sur l'année 2021. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver les autorisations de programme et de crédit de paiement telles que présentées. Donc, une délibération technique. Madame Borduy. Oui, merci. Juste une explication de vote. Nous voterons contre cette délibération puisque nous avions voté contre le budget 2020 et que c'était forcément lié. C'est tout à fait légitime. Donc, qui est favorable? Qui vote contre? Donc c'est toujours le même score. 26 pour, 7 contre. Alors, j'en viens au point 6. Et je retire mon masque. Donc, avant de commencer le point 6, je voudrais vraiment rendre hommage à Madame Georgel, avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir et en même temps qui travaillait avec beaucoup de sérieux et qui nous quitte, c'est dans une semaine. Ça ne marche pas à nouveau? Il y a un problème? Non, non. Ah bon. Je vérifie, monsieur le maire. D'accord, très bien. Bon, donc je voulais rendre hommage à Madame Georgel parce que sa contribution a été décisive dans l'action municipale pendant mon premier mandat et elle l'est au début de ce mandat. Alors, Madame Georgel habite très loin et on l'a retenue aussi longtemps qu'on a pu, mais 120 km chaque jour, c'est beaucoup. Donc je tiens vraiment à la remercier avant le début de cette délibération. Alors, beaucoup de choses ont été dites au moment du débat d'orientation budgétaire. En plus, vous en avez profité 2 fois. Donc, ça a été d'autant plus riche, mais je reviendrai quand même sur quelques points. D'abord, les ratios, qui sont des ratios obligatoires. Donc, il est important, bien entendu, de considérer
la valeur hors impact du territoire pour comprendre la référence entre la moyenne de la strate et la valeur présentée pour la ville. Et d'autre part, tous ces ratios doivent être analysés en fonction du contexte local. Par exemple, une ville qui souhaite beaucoup investir peut avoir des ratios qui doivent être analysés en fonction, bien entendu, de ce paramètre. Et c'est le cas de Chennevières. Concernant, et je rappelle aussi que les moyennes de la strate sont calculées sur l'année 2018, de sorte qu'il y a un décalage de 2 ans entre la valeur présentée, d'un an, parce que oui, de 2 ans, non, 2 ans, entre la valeur présentée et la valeur réelle de la moyenne. En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement en rapport avec la population, si on tient compte des valeur hors impact du territoire, ben on est très voisins, surtout en tenant compte du paramètre que je viens de présenter. En ce qui concerne le produit des impôts directs, on est à un niveau plus élevé que la moyenne nationale des villes de la strate, mais à un niveau plus faible que celui de la moyenne des villes du territoire. Je tiens à le rappeler. En ce qui concerne, et il faut également d'ailleurs, on peut voir les choses dans un ordre qui n'est pas forcément ligne à ligne, mais il faut rappeler aussi la DGF. Et notre DGF par rapport à la population est très faible, puisqu'on est dotation globale de fonctionnement à 43 € quand la moyenne de la strate est à 176. Donc on voit bien là que notre ville est maltraitée en ce qui concerne la DGF. Elle l'a toujours été. C'est les villes de l'ancien département de Seine-et-Oise qui étaient moins bien traitées que d'autres villes. Et évidemment, la situation de dégradation de la dotation globale de fonctionnement qui a été très drastique au cours du mandat précédent n'a fait qu'aggraver cette situation. Concernant les dépenses d'équipement, ben là, évidemment, c'est notre politique. Nous sommes nettement au-dessus, puisque nous sommes à une valeur de 1 039 € quand la moyenne de la strate est à 310 €. Il s'agit de rattraper le retard important de notre ville en matière d'équipement, qui était souvent inférieur à la moyenne de la strate et qui là se trouve plus du triple. En ce qui concerne l'encours de la dette population, elle est plus élevée que la moyenne de la strate, mais c'est à mettre en relation directe, évidemment, avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le rattrapage des équipements et des voiries ne peut se faire uniquement par l'autofinancement, et que, bien entendu, ce niveau d'endettement n'est d'ailleurs pas exceptionnellement élevé. Je rappelle aussi qu'il évoluera, bien entendu, compte tenu des votes qui ont eu lieu récemment. Il évoluera, mais pas à un rythme aussi important qu'on pourrait le penser en voyant les montants, puisque la population augmentera mécaniquement dans tout ce secteur géographique, d'ailleurs, pas simplement à Chennevières, mais peut-être d'une façon maîtrisée, mais elle augmentera. En ce qui concerne les autres ratios, ils sont moins. Enfin, les dépenses de personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement présentent un intérêt, mais on sait bien que la dépense de personnel, c'est justement le choix de la régie ou de la prestation extérieure. Donc, ce pourcentage a toujours à prendre avec une certaine réserve. En ce qui concerne le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi, il fait référence aux taux moyens nationaux. Il n'appelle pas de commentaires particuliers. De même que les autres éléments sont des appréciations un peu plus techniques. Voilà. Alors, concernant les modalités du vote, nous votons par chapitre. Nous votons par chapitre, comme chaque année, à l'exception d'une année, avant que je sois élu maire, où le vote par ligne avait entraîné ensuite une gestion complexe pour la collectivité. Donc là, nous votons par chapitre. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, qui sont présentées page 2,
vous avez les explications significatives, des éléments significatifs en bas de la page 3. Je n'y reviendrai pas, donc il vous suffit de lire ces explications, qui sont pour les éléments les plus significatifs. Sur le chapitre 12, encore une fois, 55,93, là aussi, une explication qui concerne essentiellement la propreté urbaine, le nettoiement de la voirie. Vous voyez que nous ne sommes pas nécessairement nous ne sommes pas toujours pour confier au secteur privé les activités de la ville, puisque en matière de propreté urbaine, au contraire, nous internalisons. Oui, je vais continuer si vous voulez bien. Excusez-moi, c'est parce que manifestement la retransmission ne fonctionne pas. On a des messages. Alors, comme ce n'est pas nous qui avons fait de recours sur la retransmission et que nous n'avons pas non plus envie de recommencer tout, je vous le signale. Alors je vais arrêter puis je reprendrai. Voilà, le recours, C'est le charme des nouveaux conseils municipaux, vous voyez. Mais je note que ce n'est pas vous, mais quelqu'un de proche. Les choses, ça ne sera pas public, peu importe. Mais voilà, on nous le signale, donc comme j'ai pas. Vous avez raison de nous alerter parce que sinon nous sommes obligés de nous revoir dans 8 jours. Ce n'est pas nous le TA, donc je vous le signale. Ça marche et c'est enregistré de toute façon. Bon, il semblerait que ça marche. J'ai plusieurs indications me disant que ça marche. Alors après, bon. Oui, mais là, je vais continuer, mais j'attends qu'il y ait un peu de concentration. Bon, vous avez raison de nous alerter, parce qu'effectivement, on n'est jamais à l'abri de recours dans cette ville. Et M. Sobral, l'homme par qui le scandale arrive, en quelque sorte, eh bien, sans être élu municipal, vous avez eu raison de me le rappeler, s'est trouvé associé à un autre recours. Donc je l'ai qualifié, peut-être n'aurais-je pas dû, je l'ai qualifié la dernière fois de conseiller technique, mais je ne suis pas certain qu'il faille s'entourer de nombre de ses conseils. Mais ce n'est qu'une impression personnelle. Donc j'étais parti dans mon élan, et donc bon, j'évoquais la nécessité parfois d'avoir recours à la régie. Et nous pensons qu'en matière de propreté urbaine, là, il y a véritablement une pertinence de la dépense municipale pour voir au plus près les problèmes qui se posent. Par exemple, et ça entraînera l'acquisition d'une balayeuse laveuse, un appareil performant qui nous permettra d'éviter des dépenses peut-être un peu lourdes sur des marchés qui sont un peu complexes, pour pouvoir non seulement faire le tour de la ville, mais pas le faire de façon systématique, mais le faire aussi en voyant les points qui sont les plus critiques. Bon, je passe sur l'atténuation de produits. Il s'agit, bon, ben, chacun le sait, tout ça, du FPIC et du prélèvement sur le fait que nous soyons très légèrement carencés. Voilà, donc sur les autres points, bon, ben, vous avez tous les éléments, la brigade de sapeurs-pompiers, les indemnités, les subventions aux associations, la subvention CCAS, dont les finances sont très largement assainies depuis la fin de ce que nous avons dû verser, les 30 années de retard donc correspondant à l'AREPA, ce qui nous permet aujourd'hui, ce qui permettra au CCAS, à subvention constante, de faire face, le cas échéant, aux difficultés liées à la crise sanitaire. Bon, je ne veux pas revenir sur le système du FCCT, où chacun sait que c'est évoqué très largement au débat d'orientation budgétaire, les mécanismes du FCCT. Donc, sur les charges financières, 1 512 000 €, elles sont liées en partie aux intérêts de la dette, en partie aux indemnités liées aux renégociations d'emprunts. Je me permets de faire un parallèle historique en imaginant ce qu'auraient été ces intérêts de la dette si nous n'avions pas renégocié il y a 6 ans les emprunts toxiques.
compte tenu des variations des changes. Voilà, pour le reste, le virement à la section d'investissement est prévu à 1 390 000. Additionné au résultat, il nous permettra de tenir, lors du compte administratif correspondant à cet exercice, la règle d'or, tout en maintenant les taux, nous y reviendrons. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, elles vous sont précisées. Rien de particulièrement exceptionnel à présenter. Le produit des services. Les produits des services ont été affectés, bien entendu, par la crise du Covid, puisque un certain nombre de prestations n'ont pas eu lieu. Donc, ça explique les variations de ces produits. Je ne reviens pas non plus sur la partie C avec les transferts financiers de la métropole. C'est des sujets qui sont largement abordés. Les taux, on reviendra tout à l'heure, mais on peut déjà les évoquer, ils sont maintenus au même niveau, avec des taux, donc c'est précisé dans le débat d'orientation budgétaire, inférieurs à la moyenne du territoire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces différents points. Sur la section d'investissement, maintenant, la section d'investissement, donc évidemment, une volonté d'investissement importante, avec un certain nombre d'opérations, je renvoie directement à la page 15, qui sont précisées, toujours le marché à performance énergétique, les travaux destinés à améliorer, à limiter l'empreinte carbone et à diminuer les coûts de fonctionnement, mais qui, bien entendu, nécessitent de l'investissement, des travaux dans les bâtiments publics qui vous sont précisés, d'ailleurs, donc je ne veux pas revenir sur tout le détail des travaux. Tout cela est indiqué dans la délibération. Concernant les opérations d'équipement, là aussi, un certain nombre de points ont été détaillés tout à l'heure dans les autorisations de programme, notamment en ce qui concerne le projet qu'on peut appeler Corot ou Germaine-Tillon, comme on voudra. Mais bon, on l'a appelé projet Corot dans le cadre budgétaire, donc on continue. Concernant le parc du Fort, nous continuons notre travail. Il est à noter évidemment que pour ce qui concerne le Fort, nous avons un taux de subvention qui est très élevé. C'est-à-dire que la dépense réelle, un point sera fait là-dessus plus tard, mais la dépense réelle à l'arrivée de l'aménagement du parc sera finalement très limitée pour la ville. Lancement du projet de rénovation, notamment thermique, mais pas seulement, du groupe scolaire du Moulin. Voilà. Concernant les subventions, vous avez des éléments pour les recettes d'investissement, les emprunts. Tout cela a été largement discuté, donc je ne reviens pas dessus. Voilà. Les différents points qui méritaient l'introduction à cette délibération. Je vous remercie. Oui, je vous remercie. Tout d'abord, une petite remarque. Il manque avant la présentation du budget le tableau récapitulatif des indemnités des élus qu'on aurait dû avoir. Donc, si vous pouviez nous le transmettre, même a posteriori, mais normalement, il doit être transmis avant l'examen du vote du budget. Oui, on va vous les transmettre. Elles n'ont pas évolué d'ailleurs depuis le précédent vote, mais bon, on vous les transmettra. Oui, mais c'est une obligation qui résulte de la loi de décembre 2019 et c'est toutes les indemnités en fait. Ce n'est pas uniquement les indemnités en tant que conseillers municipaux ou maires adjoints. C'est toutes les indemnités que les élus perçoivent au titre de leur mandat quand ils représentent la collectivité dans un syndicat, enfin, un organisme, tout ça. Et c'est vrai aussi des élus d'opposition. C'est toutes les indemnités des élus du conseil municipal qu'ils perçoivent au titre de leur mandat municipal. Voilà, donc il faudra que, si nous ne sommes pas informés des indemnités des élus d'opposition, nous leur demandions. Mais les élus de l'opposition représentent la ville dans aucun organisme.
Oui, accessoires. Il y en a d'ailleurs pratiquement pas tellement d'indemnités accessoires. Donc ça, non, mais c'était... voilà, Merci pour cette demande. De rien. Bon, une petite remarque. Bon, on voit que sur le budget, que la dette par habitant est quand même conséquente. On passe 1657 € par habitant contre 886 € sur des villes de même strate. J'avais une question sur les dépenses entretien de voirie. Puisqu'on évoque, vous évoquez dans le rapport de présentation du budget la reprise, excusez-moi, en régie du nettoiement des voiries, ce qui représenterait une économie de 500 000 € à partir de cet été. Je crois que c'est à compter de cet été. Mais cette dépense, du coup, elle va se reporter sur les charges de personnel à hauteur de 200 000 €. Avec le recrutement de 5 agents supplémentaires. En tout cas, c'est ce qui nous est indiqué dans le rapport. Moi, je ne vois pas la corrélation avec... dans les charges de personnel, je ne les vois pas augmenter en conséquence. Et je voulais aussi vous demander à combien s'élevait le coût d'acquisition du matériel nécessaire au fonctionnement de ce service. Les coûts de fonctionnement qui y sont associés, que ce soit au matériel, aux agents, donc les consommables, la maintenance, les vêtements de travail, le carburant. En tout cas, moi, je ne le retrouve pas dans le budget. Je ne sais pas où est-ce que c'est mis. Donc, qu'il y ait une économie de 500 000 €, charge de personnel de 100 000, mais je ne sais pas où ça se situe. Donc voilà, ça c'est ma première question. Très bien. Alors, il y a deux questions quand même, puisque vous avez abordé la question de la dette par habitant. Toujours difficile de comparer sur une valeur nationale, d'abord. Il est préférable de comparer sur des valeurs territoriales pour avoir des communes réellement comparables. Bon. Ensuite, il est très certain que si des investissements avaient été faits plus tôt, nous ne serions pas en situation de devoir... nous endetter pour mettre en place ces investissements qui vont quand même être utiles aux Canavérois et utiles aux futurs Canavérois. Vous savez que dans beaucoup de communes, quand il y a eu un retard d'équipement, il y a bien entendu un cycle de la dette. C'est d'ailleurs le cas aussi dans des entreprises. Il peut y avoir un cycle de la dette une période pendant laquelle il est nécessaire d'investir. J'ajoute que si on ne le faisait pas, les équipements de plus en plus obsolètes sont de plus en plus coûteux. Donc on aurait en réalité des équipements qu'on devrait réparer de tous les côtés. On le voit bien par exemple à l'école de Haute-Chenevière, il faut réparer la toiture. Si on devait la maison des familles, il faut refaire la toiture. Enfin, à chaque instant, si on ne fait pas, si à un moment donné, on ne se lance pas dans l'investissement de façon conséquente, on a sans arrêt des petites dépenses qui ne font que croître et embellir. On pourrait dire la même chose de la voirie. On peut évidemment avoir une voirie dégradée. On peut avoir un éclairage public qui n'est même plus aux normes. Et à un moment donné, il faut faire un effort. Alors l'effort ne peut pas être fait, je suis d'accord avec vous, uniquement pour les générations futures, mais on ne peut pas ne pas l'engager. Donc c'est un sujet sur lequel, je crois, il faut porter un regard qui n'est pas simplement un regard strictement comptable. En ce qui concerne l'entretien de voirie, vous nous posez un certain nombre de questions. Alors, pour le moment, on a fixé un cadre budgétaire. Vous connaissez suffisamment la pratique du budget pour savoir qu'au moment où on vote le budget, on ne peut pas vous indiquer à l'euro près la manière dont les dépenses vont être voilà. Donc, effectivement, on prévoit une diminution de la dépense qui concerne les montants qui sont actuellement affectés à des entreprises privées pour la propreté, et on compte effectivement doter la ville d'un équipement dont on n'a pas encore exactement le prix, donc je ne veux pas m'engager sur un montant qui n'est pas encore décidé, et ça fera l'objet d'une acquisition et d'un marché, on négociera au mieux. Ce qui est certain, c'est qu'on souhaite l'acquisition d'un matériel performant, d'un matériel qui puisse... alors, ce n'est pas si simple, parce qu'il faut un matériel qui puisse
se déplacer à la fois dans des voiries étroites et dans des voiries larges. Donc aujourd'hui, nous avons estimé, c'est le plus facile, les agents qui vont utiliser ce matériel et qui vont assurer le service. Nous n'avons pas encore de chiffres précis, puisque nous n'avons pas encore choisi le matériel. Simplement, bon, on sait que ces matériels, c'est souvent des équipements qui représentent aux alentours de 200 000 euros. C'est souvent les prix qui sont les plus couramment pratiqués. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui, alors que je ne sais pas quel matériel on va retenir, exactement le montant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Ensuite, lorsque vous parlez de la masse salariale, nous avons fait des efforts ailleurs, aussi, pour justement maîtriser la dépense de fonctionnement, ce qui est le cas depuis plusieurs années, puisque depuis 2014, la dépense de fonctionnement est très largement maîtrisée. Et les charges de personnel, malgré l'évolution du régime indemnitaire aussi. Non ? Madame Borduy ? Oui, merci. Oui, je ne vous demandais pas un prix précis d'acquisition du matériel, c'est que je ne retrouvais pas même les estimations dans les lignes budgétaires. Donc, c'est-à-dire que... Alors, la partie investissement, donc pour le matériel, vous le retrouvez page 19, matériel de transport. Je ne sais pas si vous le voyez du coup. Voilà. Et sur la partie entretien de voirie, en fait, les économies, vous les retrouvez à la page 15, à l'article entretien, réparation, voirie. En fait, vous voyez que la dépense a été de 900 000 euros en l'année dernière et elle a été réduite à 439 200. Et d'améliorer le service rendu, je précise. Donc, sur ces questions, bien entendu, le matériel n'est pas encore choisi. Je vous remercie. Donc, je poursuis. Sur les frais d'études, on sait ce que c'est. Il y a un certain nombre de frais d'études qui sont listés pour la programmation de certains équipements dont on a déjà parlé au sein de ce conseil. En revanche, alors moi, j'en avais jamais entendu parler. Il est évoqué un centre administratif dans le rapport budgétaire. Donc, je voulais savoir de quoi il s'agissait. Si vous voulez, à un stade tout à fait primitif, comme on dit dans les notions comptables, de réflexion sur la meilleure possibilité d'envisager un aménagement des locaux municipaux qui, sans savoir exactement pour le moment que donnera cette étude préalable, parce que les locaux municipaux actuels, bon, ça a été dit par différents courants politiques d'ailleurs, je me souviens que M. Grouzel insistait aussi là-dessus, les locaux actuels ne sont pas des locaux extrêmement performants sur le plan de l'efficacité. On traverse des services pour aller vers d'autres, etc. Donc c'est un sujet dont on ne peut pas tirer aujourd'hui de conclusions prématurées, notamment pas celle que j'entends parfois, qui est que je voudrais absolument déplacer la mairie au fort. Parce que je préfère dire les choses, c'est pas forcément cela sa destination, même si le fort est un sujet, vous savez, qui m'intéresse directement, qui nous intéresse sur le plan patrimonial. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle vous voyez apparaître cette ligne qui est à un stade de réflexion auquel sera associé, bien entendu, le conseil municipal. Très bien, merci. Enfin, je ne vous demandais pas du tout... Non, mais je vous ai quand même dit ça parce que maintenant je commence à préfigurer, voyez. Non, en fait, les critiques potentielles, si tant est que ce soit des critiques valables.
Enfin, moi c'était surtout pour comprendre, parce qu'avec l'intitulé centre administratif, est-ce qu'on évoquait bien les services municipaux et la mairie enfin voilà, je parlais même pas d'un déplacement, je voulais être sûre qu'on parle bien de la même chose. J'ai une autre question, du coup relative au point voté précédemment sur la DSP crèche. Est-ce que dans ce budget, on a des... Non, c'est pas encore... voilà, j'ai la réponse. Donc, ni charge de personnel, ni la prestation de service n'ont été impactés. Ce sera au budget supplémentaire ou à l'occasion d'une décision modificative? Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas fixer de montant, bien entendu. Très bien, merci. Je suis étonnée de ne pas avoir de reste à réaliser, même si on a eu un budget voté en juillet. Madame Georgel, peut-être, vous pouvez répondre sur ce point, sur les restes à réaliser. Non, j'ai mis uniquement sur la partie, sur la partie fonctionnement, les estimations qui avaient les restes à réaliser, ils n'étaient pas encore complètement finalisés au moment où le budget a été travaillé au mois de janvier. Les écritures de fin d'exercice n'avaient pas été faites, donc voilà, j'ai préféré encore rien mettre parce qu'on a fait un bon tri avec les services pour vraiment transférer que ce qui était nécessaire. Donc voilà, j'ai pas voulu non plus trop m'avancer là-dessus. Merci. J'ai une question sur alors des questions un petit peu, enfin sur des lignes plus spécifiques sur le chapitre 11 à la ligne 6621 combustible. On passe de 8 500 € sur le budget précédent à 42 500 €. Donc, je voudrais juste savoir de quoi il s'agit. Date de facturation, je crois. Bon, c'est l'alimentation de la chaudière appelée de Germaine-Tillion. Oui. C'est le combustible complémentaire, enfin le bois pour Germaine-Tillion. D'un mode d'énergie à un autre. Je rappelle que c'est pour ça qu'effectivement, il y a eu ce changement d'affectation. Et je rappelle que ça a été une des conditions pour obtenir un certain nombre de labels et de subventions. Très bien, merci. Toujours sur le chapitre 11, on a la ligne 6238 intitulée divers qui passe de 3 500. Alors quand je dis qui passe, c'est sur le budget précédent. À 3 500 € à 9 000 €. Donc en fait, c'est publicité, publication et relations publiques. Donc je voulais savoir ce qu'il y avait derrière. Et j'enchaîne tout de suite, puisqu'on reste sur le même chapitre et puis sur une ligne pas très loin, sur la 6248, intitulée aussi divers, mais qui concerne le transport de biens et les transports collectifs, qui passe de 88 100 € à 114 900. Et en fait, c'est une ligne qui augmente tous les ans. Mais c'est quoi cette ligne ? Oui, Madame Georgel, vous pouvez donner le détail technique de raison de cette augmentation. Donc sur la ligne concernant les cars, en 2020, cette ligne avait été en baisse puisqu'avec le confinement et le Covid, les transports scolaires avaient été supprimés. Donc comme on a voté le budget au mois de juillet, on avait déjà pu mettre l'impact de cette diminution. Donc là, on remonte au niveau que l'on pouvait avoir en 2019 sur cette ligne de transport. Ou à peu près, mais en tout cas, voilà, par rapport à 2020, oui, l'écart est plus important parce qu'il y avait eu la baisse due au Covid pour l'année 2020. C'est évidemment une évaluation budgétaire puisqu'on ne sait pas exactement ce que donneront les transports en car sur l'année 2021. Merci. Donc je continue sur la ligne 65 888. Donc c'est charges diverses de gestion courante, intitulée Autres. On passe de 270 000 € à 300 000 €. Donc, mais là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est la participation que l'on verse à People and Baby pour la crèche. Donc c'est le montant contractuel qui a été indiqué dans la DSP pour la fin de contrat. Et donc ça augmente en 2021 ? Ça augmente en 2021, ça avait été prévu comme ça initialement, et chaque année, il y a en plus une formule de révision des prix qui s'applique. Donc ça augmente d'autant plus par rapport à la prévision contractuelle. Très bien, merci. En dehors des raisons réglementaires, pour ne pas faire un avenant, parce que ce cahier des charges d'origine n'est pas sans inconvénient.
Merci. Enfin, en investissement au 2158, autre installation, matériel, outillage, on passe de 183 000 et quelques à 621 000 euros. Je voudrais juste savoir ce qu'il y a. « 2158 », normalement, je ne l'ai pas détaillé dans la note de présentation. Ah, peut-être pas. Il me semble. Après. J'ai peut-être mal lu. Non, c'est moi qui crois l'avoir. Il s'agit des véhicules, ce que je pense, mais à vérifier. Non. Ah non, 2158, on a toute une partie relative à la rénovation de notre système de vidéoprotection. Ah, oui. Qui est là-dedans. Oui, je vous rappelle sur ce plan-là que nous avons souhaité étendre le nombre de caméras, que nous avons hérité d'un parc de caméras qui n'avait pas de contrat de maintenance, que nous avons dû gérer ce dossier qui n'a pas été simple, et qu'aujourd'hui, nous souhaitons que les caméras soient opérationnelles dans le cadre d'orientation que nous avons fixé déjà dans le cadre des différentes réunions que nous avons pour la prévention de la délinquance ou pour différentes réunions en matière de sécurité. Pas d'autres questions. Je vous propose que nous votions par chapitre. Je vais inviter Madame Vasram à présenter chacun des chapitres. Alors, pour les dépenses de fonctionnement, chapitre 011, 5 931 236. Qui est favorable? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Chapitre 012, charges de personnel, 12 037 700. Qui est favorable? Qui vote contre? Je vous remercie. 26 pour, 7 contre. Chapitre 014, atténuation de produits, 165 000 euros. Qui vote pour? Qui vote contre? Je vous remercie. 26 pour, 7 contre. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 9 067 676. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Chapitre 66, charges financières, 1 512 000. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 55 000. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Chapitre 23, virement à la section d'investissement, 1 390 000 euros. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Chapitre 042, opération d'ordre de section à section, 657 766. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Recettes de fonctionnement, chapitre 13, atténuation de charges, 37 000. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Chapitre 70, produits des services, 831 000 euros. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Chapitre 73, impôts et taxes, 26 861 678. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Chapitre 74, dotation, subventions et participations, 2 625 700. Qui vote pour? Qui vote contre les dotations et les subventions? 26 pour, 7 contre. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 200 000. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Chapitre 76, produits financiers, 186 000 euros. Qui vote pour?
Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Chapitre 77, produits exceptionnels, 50 000 euros. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 25 000 euros. Qui vote pour? Il y a un vote pour, là Monsieur Doublet a levé la main. Alors. Non, il a changé d'avis. Alors, qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Dépenses d'investissement, chapitre 20, immobilisation incorporelle, 1 610 680 euros. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Chapitre 204, subvention d'équipement versée, 55 000 euros. Qui vote pour? Je regarde maintenant. Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 7 299 220 euros. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. On va passer aux opérations. Opération d'équipement, projet Germaine-Tillon, 5 200 000 euros. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Opération d'équipement Parc du Fort, 2 millions. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Opération d'équipement Groupe scolaire Le Moulin, 3 millions. Qui vote pour? Qui vote contre l'ensemble de ces subventions d'équipement? 26 pour, 7 contre. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 3 475 000 euros. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Chapitre 27, autre immobilisation financière, 10 000 euros. Qui vote pour? Qui vote contre? Il y a des gens qui n'ont pas levé la main. Pas levé la main. 26 pour, 7 contre. Très bien. Recettes d'investissement, chapitre 13, subventions d'investissement reçues, 177 134. Il s'agit donc là de voter des recettes, des subventions que nous avons déjà reçues pour des investissements. Qui vote pour? Qui vote contre? Très bien. 26 pour, 7 contre. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 18 400 000 euros. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 2 050 000 euros. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Chapitre 021, virement de la section de fonctionnement, 1 390 000 euros. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections, 650 766 euros. Qui vote pour? Qui vote contre? 26 pour, 7 contre. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer donc au point suivant, le point numéro 7. S'il vous plaît, monsieur le maire. Pardon? S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'accorder la parole une seconde? Oui, bien entendu, oui. Je vous remercie. C'est juste, puisqu'on ne l'a pas fait avant de voter, une explication de vote, puisque vous avez insisté sur le fait qu'on votait contre les subventions, on vote contre le budget dans son intégralité, puisqu'il s'agit de votre budget, de vos projets, et c'est bien normal. Hein. Et surtout parce qu'il y a les emprunts pour lesquels nous avions voté contre. Donc on est cohérent jusqu'au bout et on vote contre et les dépenses et les recettes. Oui, je comprends votre cohérence, mais puisque vous faites une intervention, j'en fais une à mon tour. Je peux admettre qu'il y a une vision globale, c'est ce que vous êtes en train de dire. Néanmoins, quand vous voyez le détail des subventions, elles sont tout de même utiles à la ville. Et comme j'avais cru comprendre que vous vous étiez engagé dans une démarche d'opposition constructive, j'ai pu en effet m'étonner de certains votes. Mais j'ai bien entendu votre observation. Donc nous pouvons passer au point suivant.
Ah, il y a un problème, me dit-on, sur le point 5, parce qu'il y a une personne qui n'a pas levé la main, donc nous devons revoter le point 5. Ça devient maintenant une habitude à Chenevière de voter souvent. Donc il s'agissait du vote des autorisations de programme et des crédits de paiement. Et donc nous allons voter à nouveau. Qui est favorable? Qui vote contre? Je vous remercie. Donc ça fait 26 pour, 7 contre. Alors, je vais donc passer la parole à M. Drige pour la fixation des taux d'imposition. Alors, en 2020, les taux d'imposition votés par la ville étaient les suivants. 26,9 pour la taxe d'habitation, 19,95 pour la taxe sur le foncier bâti, 52,83 pour la taxe sur le foncier non bâti. L'article 1640 du Code général des impôts, modifié par l'article 16 de la loi de finances pour 2020, prévoit que le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l'année 2021 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020 sur le territoire de la commune. Ainsi, à compter de 2021 et pour l'ensemble des communes, la taxe d'habitation est définitivement remplacée par la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le territoire de la commune, dont le taux s'élève à 13,75. Il vous est proposé de ne pas augmenter les taux d'imposition des taxes foncières sur les propriétés bâties et taxes foncières sur les propriétés non bâties et de voter les taux suivants. Taxe sur le foncier bâti 33,70, taxe sur le foncier non bâti 52,83. AG. Oui, merci, M. Barneau. Oui, juste une explication de vote. Puisque chacun sait que la situation économique et surtout sociale est très dégradée du fait de la pandémie, ce qui rend la vie de tous assez difficile, et les Canavérois d'ailleurs n'échappent pas malheureusement aux conséquences de cette crise. Le maintien des taux d'imposition semble être louable, mais à cette période difficile, une baisse même limitée, je pense, aurait été louable, surtout dans cette période difficile. D'ailleurs, d'autres communes l'ont appliqué. De plus, la situation de trésorerie de la commune va se trouver, je dirais, pléthorique, comme le compte administratif le montrera. Depuis un an, la plupart des manifestations et des activités organisées traditionnellement par la ville ont été annulées. Et le maintien de la fiscalité devrait correspondre au moins à un maintien des services à la population, mais au contraire, là encore, vous les réduisez toujours et encore plus. On peut donc penser que le maintien cette année des taux est plus une nécessité financière afin de pouvoir rembourser les emprunts considérables, notamment le dernier de 18 millions d'euros, que vous contractez notamment sur le dos des Canavérois, tout en endettant la ville encore pour un certain nombre d'années d'ailleurs. Emprunter autant en période de pandémie et avant une crise économique et sociale attendue est complètement irresponsable. Alors, je dirais quelque part, je reprends un petit peu, ça va d'ailleurs vous obliger notamment à augmenter le taux d'imposition comme on l'avait prévu et comme on l'avait dit par ailleurs. Et enfin, la gestion, je dirais, d'une commune ne consiste pas forcément à amasser toujours plus de trésorerie dans le seul but d'investir ou de bétonner toujours plus sans tenir compte du contexte et des difficultés vécues par la population. Pour ces différentes raisons et afin d'être en cohérence avec notre vote contre le budget que nous venons de faire et que vous proposez, nous voterons donc contre ce maintien des taux en regrettant vraiment de ne pas avoir eu malheureusement une baisse symbolique de ces taux, un geste qui aurait été fort pour les Canavérois et apprécié par eux. Merci. Je permettrai de vous répondre de façon synthétique. J'aurais trouvé cohérent que Mme Borduis fasse cette observation, car elle avait prévu dans son programme très mesuré en matière d'investissement. Donc, il y aurait eu une cohérence, puisque la ville avait une situation exceptionnelle par rapport à la règle d'or, 4,9 années, il y avait effectivement des marges de manœuvre, et quand j'avais vu le programme de Mme Borduis, je me dit, c'est pas le mien, puisque nous voulons investir, mais ça a du sens. Ça a un sens, qui n'était pas le bon pour Chenevière à mes yeux, mais un sens. J'ai plus de difficultés, Madame Diringer, à comprendre le sens de votre intervention, compte tenu du programme
où on additionnait une foule de dépenses d'investissement, y compris d'ailleurs de dépenses qui ne relevaient pas de la commune, ce qui est toujours une promesse un peu difficile à tenir. On va essayer, nous, de tenir ces engagements, ces relations avec... Et puis vous additionniez des dépenses extrêmement importantes en fonctionnement. Donc vous réduisiez par là même le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement, parce qu'il n'y a pas de miracle, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc, l'application de votre programme aurait non seulement pas entraîné une diminution de l'impôt, mais une hausse de l'impôt. Alors aujourd'hui, vous nous dites qu'on devrait faire un geste symbolique. Ce geste symbolique, nous le faisons par le maintien des tarifs municipaux. Et effectivement, nous nous engageons dans l'investissement. C'est bien nécessaire à Chennevières. Et j'ajoute que c'est bien nécessaire au-delà de Chennevières, parce que la crise sociale que vous évoquez ne sera certainement pas résolue par la diminution de l'investissement. C'est même exactement l'inverse. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faudra que collectivement nous fassions pour relever, sans doute en plusieurs années, parce que ça sera compliqué, compte tenu des écarts de PIB entre la France et l'Allemagne, compte tenu de la chute de notre PIB, compte tenu de la part relative, la dégradation de la situation de l'Europe. Ce qu'il nous faudra faire, c'est effectivement de l'investissement, et beaucoup au plan local. Donc moi, je pense que la meilleure manière d'assurer la pérennité de la situation des Canavérois, c'est justement en investissant, parce que c'est à la fois une amélioration du service rendu, et en même temps, c'était aussi une garantie de participer à la reprise économique, dont j'espère qu'elle sera suffisante pour assurer au plus grand nombre les conséquences les meilleures possibles. Bien, simplement vous répondre. D'abord, Madame Borduet et moi-même faisons partie du même groupe. Néanmoins, il m'arrive... Même programme au départ. Oui, oui, oui. Néanmoins, il m'arrive malgré tout, vous le savez très bien, au Conseil régional, d'avoir des collègues qui sont tout comme vous, maires d'une collectivité, parfois même beaucoup plus importante, qui fait le double de la nôtre. Pour autant, lorsque je discute avec eux, bien qu'ils investissent régulièrement, trouvent complètement fou le montant des emprunts que nous contractons, même avec le retard que nous avons généré dans les investissements. Nous ne sommes pas obligés systématiquement de tout sortir dans une période de crise, comme je viens de l'évoquer, très difficile et pour lequel on va s'attendre encore à pire. Et je prends l'exemple, moi, de ces communes qui savent, je dirais, gérer sans être obligées d'aller chercher sans arrêt dans la poche des Canavérois ou de leurs concitoyens. Il y a d'autres méthodes, il y a des analyses différentes, des approches différentes de la vôtre, et vous n'avez pas toujours raison dans ce que vous voulez invoquer. Ce dialogue se prolonge à l'infini parce que je crois qu'il lasserait. Mais en tous les cas, il y a un domaine dans lequel je ne prétends pas vous concurrencer, c'est celui de la démagogie. Parce que sur ce plan-là, vous êtes exceptionnellement doué. Comme d'habitude. Qui est favorable? Qui vote contre? Je vous remercie. 26 pour, 7 contre. Je vais me permettre juste de faire revoter un chapitre pour le budget parce qu'on me dit que peut-être j'aurais oublié. Je ne pense pas, mais par précaution, je préfère qu'on le revote. C'est le chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections, 657 766 €. Qui vote pour? Qui vote contre? Donc ça fait 26 pour et 7 contre. Merci. Merci. Et je remercie l'administration. Et je vous souhaite à tous... Non, il y a autre chose? Les décisions municipales, mais il n'y a pas à les voter, n'ont pas donné lieu à des questions. C'est un don d'acte, s'il n'y a pas de questions. Donc je vous remercie, je remercie le personnel municipal, je remercie les personnes qui permettent d'assurer la transmission en direct de ce conseil, et je salue les Canavérois présents à cette heure de la soirée et qui nous regardent avec patience certainement.
et ceux qui nous regarderont dans les jours prochains.